Salut Brut, c'est Augustin. À l'occasion de la 51e édition du Festival de bande dessinée d'Angoulême, je vous propose une rencontre exceptionnelle entre deux grands acteurs de la culture française. Thomas Bangalter, bonjour. Bonjour. Thomas Bangalter, musicien, l'un des deux Daft Punk, président du jury de cette édition du Festival d'Angoulême. Et Riyad Sattouf, bonjour. Riyad Sattouf, Grand Prix l'année dernière, à qui le festival dédie une grande expo qui s'appelle L'Arabe du futur, œuvre monde. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux ? Alors moi, bien sûr, je le connais. Je connais tout son travail. Mais personnellement, non. On s'était croisés. Enfin, on s'est croisés à un anniversaire. Il y a très longtemps, j'avais pas osé lui parler. Parce que je me disais qu'il était trop connu. Et moi non plus, je pense, j'avais pas osé lui parler. Mais je m'étais dit, à l'époque, qu'il avait l'air très sympa. Je me suis dit, il est hyper cool et tout. Et j'avais regretté après, je m'étais dit, c'est pour ça que là, je suis content. Moi aussi. En fait, c'est le gros paradoxe, parce que vous êtes très connu, Thomas Bangalter, mais on ne vous connaît pas vraiment physiquement. Ouais, mais je suis timide aussi, je suis très timide. Et vous l'avez reconnu tout de suite ? Ouais, c'était il y a longtemps d'ailleurs, c'était il y a 15 ans, non ? Je me rappelle, c'était chez Lisa Azuelo. Exactement, ouais. Et... Non, bah ouais, mais même s'il cachait sa tête, moi je connaissais sa tête quand même. Quelle image vous vient tout de suite à l'esprit quand vous pensez au travail de l'autre, à la carrière, au parcours de l'autre ? Thomas ? Travail qui me touche profondément. J'ai l'impression finalement, bizarrement, on ne s'est jamais rencontrés, mais j'ai un peu l'impression de connaître Riyad d'une certaine manière, enfin de la manière dont il peut laisser transparaître ce qu'il exprime dans son travail. Et voilà, donc c'est amusant de se retrouver côte à côte sans se connaître, mais en ayant l'impression de se connaître un petit peu quand même. Une BD en particulier ? Tu parlais de l'exposition L'Arabe du futur, livre monde, oui, moi j'ai l'impression que c'est un monde dans lequel on peut plonger et qui est très touchant, ouais, très touchant. Et toi, Riyad ? Moi, bien sûr, comment dire... Moi, je me rappelle, j'étais au lycée quand le premier Daft Punk est sorti, donc j'étais évidemment archi fan. Alors moi, ce que j'adorais, à l'époque, j'étais fan de métal. Et en fait, il y avait une légende qui courait à l'époque que, en fait, il s'appelait Daft Punk parce qu'il faisait du punk et qu'à un moment, les maisons de disques, ils avaient rangé leurs disques dans Punk Idiot parce qu'ils faisaient du punk. Et je me suis dit, ah ouais, ils doivent bien aimer le métal et tout, mais c'est marrant comment ils sont arrivés à faire de la musique comme ça, électronique et tout. Mais c'est marrant parce que c'est l'occasion de le dire. En fait, Thomas, il y a un truc très particulier avec lui. En fait, j'ai souvent dans la tête des mélodies qui reviennent tout le temps comme des tocs, en fait. Il y a l'ère du Jedi de John Williams. Et il y a un truc qu'il a composé qui est complètement... Enfin, ça va sembler incongru, mais auquel je pense, j'ai tout le temps en tête, à égalité avec l'ère du Jedi, c'est la musique qu'il a composée pour Irréversible de Gaspard Noé en 2002. Il y a un passage de cette musique que je trouve complètement génial. Je vais vous le faire en direct comme ça, qui fait... Et j'ai tout le temps ce truc dans la tête quand je suis un peu stressé ou que je dois aller quelque part. Et je sais pas, ça me calme et à la fois... Donc je suis très content de pouvoir lui dire que j'ai ça dans la tête. Tu vois le passage dans Je vois tout à fait, mais c'est un peu anxiogène quand même comme moment. Parce que c'est quand même le moment... J'adore. Ce passage où ça casse comme ça et que ça redescend, je sais pas, ça ressemble à... J'adore. Ok. Voilà. Mais est-ce qu'elle est vraie, cette légende, Thomas ? Non, en fait, Daft Punk, le nom vient d'une mauvaise critique de notre premier disque qu'on avait fait. On avait un groupe qui s'appelait Darlene et dans le Melody Maker, il y avait une critique du disque et qui disait que c'était Daft Punky trash, que c'était très mauvais, des punks stupides, et on avait gardé cette critique. Voilà. C'est une légende, quoi. C'est une légende, ouais, c'est ça. Moi, je pensais qu'ils faisaient du punk au début. Je me disais, mais j'aimerais bien écouter leur truc punk qu'ils faisaient avant et tout. Voilà, ça, c'est marrant. Thomas parlait de l'Arabe du futur. Avec le recul, Riyad, ça fait 10 ans, en fait, la publication du premier album de cette bande dessinée en 6 volumes. Qu'est-ce que tu as fait, en fait, avec cette bande dessinée ? Comment tu la regardes aujourd'hui ? Écoute, je sais pas trop. Je saurais pas trop l'analyser, en fait. C'est marrant parce que là, j'ai arrêté de dessiner pendant quelques mois, là. J'ai recommencé récemment et je me suis rassis à mon bureau et je me suis dit, mais comment j'ai fait, en fait, pour dessiner toutes ces pages, toutes ces années ? Et je crois que
je l'ai fait de manière un peu inconsciente. J'ai toute une partie de l'activité dessinée qui est un peu inconsciente quand même. C'est intéressant. T'arrives, toi, par exemple, Thomas, à prendre du recul par rapport à tout ce que t'as fait pendant les années Daft Punk? Moi, ce qui me fascine chez Riyad quand je lis L'Arabe du futur, finalement, c'est la chronologie et l'organisation et la mémoire requises pour vraiment pouvoir comme ça raconter cette histoire. Alors je sais pas moi si c'est conscient ou inconscient, mais j'ai un rapport au temps et à la mémoire complètement confus et complètement brouillon. C'est le titre d'un de vos albums. Oui, mais c'est vrai que je suis dans le temps présent et avec une capacité à me mouvoir dans le temps un peu bizarre et un peu déconstruite. Et je me souviens pas bien, en fait, finalement, rétrospectivement. J'ai des flashs comme ça, mais la capacité à se dire, alors, c'était cette année-là, et ensuite, ce mois-ci, on a fait ça, et on est parti. Et je m'en souviens pas tant que ça. Mais tu réécoutes les morceaux, les albums? Non. Pas vraiment, en fait, surtout pour de la musique répétitive et qui nécessitait finalement beaucoup de temps en fait d'expérimentation. C'est un processus assez empirique. Moi j'avais un peu l'impression, d'ailleurs j'ai toujours l'impression quand je fais de la musique, un peu comme dans le film Au-delà du réel, où on est son propre cobaye et William Hurt et finalement moi je comprends pas bien comment ça se passe, mais j'essaye et je recherche des sons et des harmonies et je vois quel effet ça me fait finalement et c'est ce travail avec à la fois une grande méthodologie mais à la fois un grand mystère et une énigme totale parce que j'ai pas compris en fait finalement et je pense que si j'avais compris j'aurais fait plus de musique et j'aurais fait plus de disques, mais l'idée de ne pas arriver à comprendre, ça finit par prendre beaucoup de temps. Voilà. Et peut-être qu'on compose aussi, Riyad, pour essayer de comprendre justement. Ouais, sans doute, oui. Mais je crois que c'est comme de marcher un petit peu. Je crois qu'on n'est pas vraiment conscient qu'on met le muscle gauche pour poser son pied ou le muscle droit. Et je crois que en tout cas, quand j'écris des histoires, j'ai l'impression que je suis toujours le mieux, enfin disons, meilleur dans le sens où je suis satisfait de ce que je peux avoir fait quand je me suis pas rendu compte que je l'ai fait. Voilà. Si je commence à trop me concentrer, je sais que ça va pas me convenir. Mais là, par exemple, 10 ans plus tard, pour l'Arabe du futur, cette grande exposition, l'Arabe du futur œuvre-monde qui sera présentée à Angoulême, comment tu l'as composée, comment tu l'as pensée? Écoute, il y a un truc qui est compliqué, c'est que le Grand Prix d'Angoulême, c'est un truc qui signifie quelque chose pour les auteurs de BD. Parce que c'est les auteurs de BD qui élisent, ils votent tous pour un auteur. Après, moi j'avoue que quand j'ai eu le prix, ça m'a fait plaisir parce qu'évidemment ça rend un petit peu mégalo, on se dit ouais c'est trop cool, c'est comme Moebius, c'est comme tous les mecs, c'est vraiment vachement bien et tout. Et d'un autre côté, ça donne un petit coup de vieux parce que je me dis non mais c'est bon, je suis un jeune auteur, enfin. Non mais c'est vrai, non t'as raison, au moment où tu dis ça j'ai un peu mal au dos en plus. Et donc c'est vrai que j'évite trop d'y penser et de. Ça, je me dis, j'ai pas envie de faire plein d'histoires, plein de livres et tout. J'ai encore d'autres projets. Donc, je me dis pas, tiens, c'est un moment charnière où je pensais que cette exposition, c'était l'occasion, avec Caroline Brouet, hein, bien sûr, qui a fait l'exposition avec moi. Qui est la commissaire d'exposition. Qui est la commissaire d'exposition, c'était l'occasion de montrer des choses pour ceux qui adorent l'Arabe du futur et voir des choses qu'il y a dans l'album en vrai, des documents, des témoignages, des choses comme ça. Mais voilà, je me suis pas dit, tiens, c'est This is the moment, je veux pas penser à un truc comme ça. C'est intéressant ce que dit Riyad sur le festival d'Angoulême, en fait. Quel lecteur de bande dessinée est-ce que tu es, toi, Thomas, qui est président du jury cette année? Oui, c'est amusant. C'est par l'intermédiaire de Gaspard Noé, justement, que le festival m'a contacté. Moi, j'étais assez surpris parce que je me suis rendu compte que je suis pas un grand spécialiste de la bande dessinée, mais à la fois, c'est vrai que j'ai l'impression que ma personnalité a été façonnée par la bande dessinée et qu'elle a finalement toujours été présente dans ma vie en filigrane comme ça.
Je pense tout de suite, évidemment, à l'animation japonaise qui vous rassemble. Là, pour le coup, Thomas, pour Daft Punk, vous avez collaboré avec le regretté Leiji Matsumoto, à qui on doit notamment les aventures d'Albator. Ouais. Et chez vous, Riyad, c'est la figure de Goldorak, qui est très présente dès ma circoncision en 2004. Albator, pourquoi vous marrez? Non, comme ça. Non, mais c'est-à-dire que moi, ça m'intéresse. Albator et Goldorak, c'est quoi? Ce sont des lectures d'enfance, en fait? Le manga est adapté en animé qui passe à partir de 1980 en France, je crois. Et moi, j'ai 5 ans à cette époque. Et ça passe en 80 et après, il y a une autre série en 84. Et c'est des images, alors là, pour la peine, de manière vraiment inconsciente, qu'on marqué mon enfance et avec un univers qui s'est imprimé. Hein, et des années plus tard, à la fin des années 90, on travaille sur Discovery avec Daft Punk pour notre 2e album et qu'on a cette histoire qu'on a écrite. On a l'idée de se dire tiens, ce serait super. C'est une idée un peu folle de pouvoir la raconter en animation et on part au Japon pour rencontrer Leiji Matsumoto. Et Goldorak? Le Goldorak, en fait, j'ai jamais été ultra fan du dessin animé, c'est le jouet, en fait. Quand j'étais vraiment tout petit, je l'ai raconté dans l'Arabe du futur, mais c'est qu'un jour, j'ai vu un Goldorak en plastique géant fantastique. Et en fait, mon père me l'a promis en échange de me faire couper un bout de la bite. Et donc, et j'ai toujours gardé cette figure. Voilà, mais c'est vrai que, par exemple, pour parler d'influence japonaise, Leiji Matsumoto. J'en ai pas parlé dans l'Arabe du futur parce que je pouvais pas parler de tout, mais il a fait une série qui est passée dans tout le Moyen-Orient. Quand j'habitais en Syrie, tous les enfants arabes ont regardé cette série qui était mythique, qui n'est jamais passée en France, qui s'appelle Yamato. Et Yamato, c'était une série animée. En fait, Albator, Galaxy Express, etc., ça avait la spécificité d'être des histoires en un épisode. Donc on pouvait regarder un épisode, on pouvait prendre en cours et c'était des petits one-shots. Et Yamato, c'était une vaste fresque qui s'étendait sur plein d'épisodes et c'était vraiment un des trucs les plus impressionnants que j'ai jamais vu. C'est jamais passé en France et j'ai regretté, ça n'a jamais été traduit. Et moi, j'étais un maniaque de l'univers de Leiji Matsumoto. Ouais, c'était un vrai... Je suis très impressionné. Et vous avez fait des rendez-vous ensemble? On a fait des... Non seulement on a fait des rendez-vous... C'était au début... Il n'y avait pas vraiment de mail et d'internet vraiment pour communiquer pour lui. Il fallait vraiment aller le voir. Et moi, j'ai fait non seulement des rendez-vous ensemble, mais j'ai fait pour la pré-production, ensuite pour la production du film, une 15aine ou 17 voyages Paris-Tokyo où j'allais toutes les 6 semaines. Toutes les 5 semaines tout seul à Tokyo, je passais 3 jours là-bas. Et alors après, c'était pour la production du film, mais au début, j'ai fait vraiment quelques voyages juste pour récupérer les dessins des personnages. Qu'est-ce qui t'a marqué justement dans le travail avec lui, avec un grand mangaka? Je pense que il était vraiment comme un personnage de Captain Harlock, d'Albator ou de Galaxy Express. On arrivait dans sa maison qui était hyper japonaise, hyper stylisée, un peu dans une ambiance de science-fiction comme ça. Il y avait un poster avec une image de la Terre en énorme derrière et il avait son chapeau avec la tête de mort comme ça, avec un hyper beau et j'avais vraiment l'impression qu'il continuait à vivre dans ce monde qu'il avait créé. Et en même temps, j'ai l'impression vraiment que la raison pour laquelle il a accepté de faire ce projet avec nous, c'est qu'il avait une vraie connexion avec la France. Et c'était en fait un film de Julien Duvivier qui s'appelle Marianne de ma jeunesse,
un film des années 50, avec une actrice allemande qui s'appelle Marianne Holt et Pierre Vanek, qu'il a vu à ce moment-là, et qui l'a profondément marqué pour les personnages des sylvidres et de ces femmes. Et il avait vraiment cette connexion avec ce film qui était pour lui un peu une obsession. Et il nous en parlait, il nous en a parlé, enfin, par l'intermédiaire du traducteur, beaucoup, comme si finalement, vous êtes revenu de France, il y avait ce film qui a tellement d'importance pour moi, et voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande connexion, une relation spéciale presque entre la France et le Japon en ce qui concerne la bande dessinée. Manga City à Angoulême est absolument monumental et continue à se développer. On y voit des dieux vivants en fait, dans la figure du mangaka comme au Japon. Riyad. Ah oui, alors je suis très content, j'ai eu la chance d'avoir mes BD traduites en japonais. L'Arabe du futur, ça a été traduit en japonais, et donc j'ai pu aller au Japon plusieurs fois. Et ça s'appelle comment en japonais ? En fait, ça s'appelle pas exactement l'Arabe du futur, ils ont traduit ça par l'Arabe de demain, ou quelque chose comme ça. C'est pas exactement le même... On n'est pas loin, quoi. On n'est pas loin. Mais c'est vrai que voilà, je vénère les auteurs japonais, enfin, mes plus grands héros sont des auteurs japonais. Et je me rappelle, quand je suis allé, je voulais rencontrer... Ils m'avaient demandé mais qui vous souhaiteriez rencontrer comme auteur et tout. Alors j'avais demandé Leiji Matsumoto, mais il était trop âgé. Enfin, peut-être une façon de voix de garage de me dire oui. C'est pas possible, mais c'est pas grave. Pour Thomas, ça n'a pas eu de problème. J'ai demandé aussi, je voulais rencontrer les auteurs de Ken le Survivant, comment il s'appelle, Tetsuo Hara et Charles Buronson, et eux pour le coup ils étaient vraiment trop âgés, ils étaient dans une maison de retraite. Alors je lui avais dit que je suis prêt à y aller, mais en fait c'était pas possible. Et donc après j'ai rencontré bien sûr d'autres auteurs, mais voilà, c'est vrai que le mythe du mangaka, je sais que ça a toujours été un sujet un petit peu de rigolade en France. On imagine un type qui est dans son bureau avec des mecs qui l'attendent sur le palier pour qu'il livre ses pages et tout. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très émouvant, et je rêvais quand j'étais gamin d'être dans cette position, de jamais sortir de chez moi, de toujours dessiner, d'avoir des hordes de fans qui attendent mes pages. En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est que dans votre discours à tous les deux, ça a quelque chose qui a à voir avec l'enfance. Vous vous souvenez de la première bande dessinée que vous ayez lue ? C'était une aventure de Tatin. C'était Le Trésor de Rackham le Rouge. Moi, je me souviens du premier Tintin que j'ai lu, c'était L'Oreille cassée. C'est un système de référence qui est toujours là chez vous, Riyad, Tintin, par exemple ? Bah ouais, c'est un petit peu vieux jeu, quoi, mais j'avoue que j'adore Hergé. Enfin, j'adore toutes les névroses qu'il a mis dans Tintin, et dont tous les trucs qui vont pas, en fait, c'est souvent ce que je préfère dans Tintin. On pourrait plus faire une bande dessinée comme ça aujourd'hui. Par exemple, j'ai des enfants, et donc j'étais extrêmement pressé à l'idée de leur faire lire Tintin. Je me disais, tiens, je vais partager avec eux ce que j'adore dans Tintin, le truc étrange et tout. Ils en ont rien à secouer, ils détestent, et ils préfèrent les Schtroumpfs déjà. En fait, c'est hyper bien les Schtroumpfs aussi, mais j'adore Peyo et tout. Mais je disais, régulièrement, je reviens à l'attaque, je leur dis, tu peux pas lire un petit Tintin, regarde, l'heure noire, c'est vachement bien quand ils sont dans le désert et tout. Et en fait, ils voient tout de suite ce qu'il y a. Ils disent, non, mais il n'y a pas de fille dedans. Après, il y a trop le capitaine, je comprends rien de ce qu'il dit. Ouais, enfin, et c'est complètement. Donc je sais pas comment, j'ai pas réussi à faire tomber mes enfants dedans, mais en tout cas, je sais que moi, j'en suis jamais sorti, et je continue à lire quand je suis un peu stressé. Je me lis un petit Tintin que je connais par cœur, et ça me détend. C'est sans doute les albums que j'ai lu le plus, oui, je pense. Finalement, mais avant la bande dessinée, quand je suis tout petit, moi je suis fils unique, et mes parents, on a un magnétoscope Betamax qui était donc pas les VHS, et ils me donnent des cassettes vidéo des films de Chaplin, et donc je reste tous les matins en train de regarder Les Temps modernes, Le Roi vers l'or, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment Chaplin, et ensuite Tintin, et peut-être après les films d'Hitchcock, je sais pas, qui créent en fait le monde dans lequel j'évolue à ce moment-là, vraiment. En tout cas, la bande dessinée, vous en avez à lire, Thomas, président du jury cette année. Il y en a combien ? J'ai l'impression qu'il y en a 50, un peu plus de 50 ou 55. Donc ça, pour le faire bien, et moi j'aimerais les relire aussi un petit peu, mais ça prend du temps. Ouais. Qu'est-ce qui vous frappe tout de suite dans une sélection comme ça ? Ce qui me frappe, c'est la richesse. La richesse formelle qu'on peut trouver, et vraiment
oui, la liberté, la recherche aussi formelle. Je pense que la bande dessinée vraiment reste une forme d'expression artistique extrêmement libre et qui est en permanence qui cherche et qui se remet en question et qui essaye. Et pour toi, Riyad, qu'est-ce qui fait un grand auteur de bande dessinée? C'est très compliqué. C'est autant au lecteur qu'à l'auteur ici que je m'adresse. C'est très compliqué, hein. Parce qu'il y a plein de très grands auteurs qui sont tous très très différents les uns des autres, donc on pourrait pas vraiment donner une. Moi, je dirais presque que c'est pareil que. En tout cas, ce que j'aime bien moi en tant que lecteur ou en tant que spectateur ou en tant qu'auditeur, j'aime bien les artistes qui ont une vision. On a l'impression qu'ils ont vu quelque chose et ils essayent de transmettre ce qu'ils ont vu. Alors ça peut être dans plein de plein de façons différentes. Par exemple, en bande dessinée, je sais pas, par exemple, quelqu'un comme Rosinski, par exemple, qui fait un style de dessin totalement différent de Hergé, par exemple, ou totalement différent de Chris Ware ou du mien. Je m'inclus dedans. D'accord. Et en fait, il est capable de faire quelque chose de stupéfiant, c'est-à-dire stupéfiant dans le sens où on voit exactement ce qu'il veut dire. Et je trouve que ça, c'est un signe qui donne envie d'y revenir, parce que je sais que moi, j'aurais du mal à faire ce que tu fais, Thomas, c'est-à-dire de lire plein de BD comme ça. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça pour un autre prix de BD. Je ne sais pas si toi, tu arrives à écouter des disques de plein de gens différents. Par exemple, moi, je sais que lire des BD, ça me violente un petit peu. Et surtout les modernes, les jeunes et tout, je sais pas, j'ai peur d'être influencé, j'ai peur de voir les trucs que je déteste et pourquoi ils vont dans cette direction-là et pourquoi. Je préfère les vieux trucs et ça me fait ça qu'en BD, ouais, j'avoue. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de temps finalement pour arriver et c'est ce qui me plaît aussi dans la bande dessinée par rapport, je sais pas, au cinéma ou à la musique où la temporalité elle est vraiment déjà fixe. Là, il y a la capacité de pouvoir vraiment prendre le temps de rentrer dans chaque case, de relire. Et le seul truc qui est un petit peu vertigineux dans la situation dans laquelle je suis là, c'est d'avoir des milliers et des milliers de pages à lire et de pas brusquer, de pas se précipiter finalement pour pouvoir les apprécier. Après, c'est vrai que je relis et je lis beaucoup de BD anciennes aussi. Donc, comme Riyad, il y a des auteurs actuels qui me touchent beaucoup. Mais c'est comme la musique, en fait. J'écoute beaucoup de vieux trucs aussi. Et il y a cette idée qu'il y a dans la musique et dans la bande dessinée aussi de films cultes ou d'albums cultes, que ce soit des albums de musique et qui sont vraiment, j'ai l'impression pour moi, j'ai toujours aimé ça dans la pop culture, mais c'est des ouvrages ou des œuvres qui ont forgé ma personnalité et la manière dont je peux me définir aussi par rapport à ce que j'aime. Mais quand tu composes, comme disait Riyad, est-ce que tu peux écouter justement de la musique comme ça en boucle, notamment des contemporains? Pas trop, mais un petit peu, mais pas forcément. C'est vraiment. Après, moi, on parlait du temps et ça fait, je sais pas, longtemps aussi que je fais de la musique, mais j'ai l'impression de pas en avoir fait beaucoup et j'ai un peu l'impression des fois d'être un peu comme Hibernatus, ou je sais pas, dans un truc où je me réveille, tiens, il y a 5 ans qui viennent de se passer. Là, j'ai fait un projet de musique symphonique qui m'a pris 2 ans et demi ou 3 ans et où j'étais complètement en immersion dans la musique orchestrale et si on parle du projet à Tokyo, j'ai vraiment, voilà, quand j'ai voyagé pendant 1 an et demi en faisant des allers-retours avec Tokyo, j'étais comme en stage un peu dans la production d'un animé comme ça, et c'était hyper intéressant. Mais au bout de
de ces 18 mois ou 2 ans, moi j'aime bien passer complètement à autre chose et avoir une autre vie en fait. Et c'est des fois entre ces cycles que j'ai le temps de relire des livres, ou des fois pendant, mais il y a des moments où j'aime bien l'idée de l'immersion. Il y a une interview d'Orson Welles qui dit qu'il regardait jamais aucun film. Et j'ai jamais vraiment su finalement si c'était complètement faux, ou s'il fallait le croire en fait. Et il y a une partie de moi qui me dit ouais, il dit juste ça pour faire son intéressant, et une autre où peut-être finalement il n'avait pas le temps de faire ça. Ou alors il était plein de mépris pour ce que faisaient les autres aussi. C'est de la merde. Enfin, non mais c'est marrant parce que aussi quand on est auteur, ou je me dis c'est pareil pour les musiciens, mais évidemment on connaît un peu comment sont les autres, où on sait les petites techniques qu'on a pour faire telle ou telle chose. Et donc souvent on se dit, peut-être il n'y a pas... je ne vais pas perdre trop de temps, parce que j'ai l'impression d'avoir compris, peut-être c'est une erreur, hein, mais comment, une fois qu'on a compris un truc, je me dis ça vaut pas le coup que j'aille peut-être jusqu'au bout. Alors, moi je pense un petit peu comme Riyad des fois, mais en même temps c'est pour ça que les œuvres des fois qui me plaisent le plus, ce sont vraiment celles qui se présentent comme des énigmes où j'ai l'impression vraiment d'avoir rien compris en fait. Et parce que quand tu comprends rien et que ça te plaît, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette sensation de surprise, d'avoir une rencontre avec un truc que t'imaginais pas possible, et finalement on se rend compte que c'est agréable, mais on comprend pas. Et là on peut pas, en tout cas en musique c'est la même chose, c'est les disques, je comprends pas comment ça a été fait, ou je comprends pas pourquoi ça me plaît, et cette énigme là elle permet vraiment de se replonger sans cesse dans ça. L'affiche du Festival d'Angoulême, c'est la 2e année consécutive, Riyad, puisque l'année dernière, avec Isayama et Julie Doucet, on vous avait demandé de créer une des 3 affiches, puis cette année, comme vous étiez Grand Prix l'année dernière, on vous a demandé de refaire l'affiche. Ces 2 dessins, justement, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils parlent de l'enfance et du rapport à la lecture, qui est le premier... la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle à la fois du Festival d'Angoulême et à la fois des livres, en fait. C'est le moment où, quand on est enfant, ou qu'on s'ennuie, ou qu'on a des histoires familiales compliquées, ça, c'est un refuge. Et donc, c'est la grande force de la lecture. Je me suis demandé, Thomas, tu dessines, toi? Non. Par exemple, le casque, la pyramide, t'en as pas du tout fait de croquis à aucun moment? Non. Guy Manuel, avec qui je travaillais... L'autre Daft Punk. Voilà, l'autre Daft Punk avait dessiné le logo de Daft Punk, et c'est un bon dessinateur, il dessine très bien. Mais non, moi je dessine pas. Alors, avant de dire bon dessinateur, on va demander au dessinateur, c'est un bon logo ou pas, Daft Punk? Hyper bien, d'ailleurs, je l'avais un tout... Bon, vaguement semi-pompé pour faire le logo de Pascal Brutal. Enfin, c'est un logo comme ça dessiné qui impulse une vitesse. Et je crois que ça m'avait influencé. Non. Ils apparaissent, les Daft Punk, dans vos BD? Non, j'avoue non, parce que pour la simple et bonne raison, je sais pas si ça va te faire plaisir, Thomas, ce que je vais dire, mais pour la simple et bonne raison que je me suis toujours un petit peu concentré sur l'univers de la loose, en tout cas de ma loose adolescent. Et pour moi, le fait de dire que t'aimes, parce que j'adore Daft Punk, bien sûr, j'adore ce que fait Thomas, j'ai tout suivi, Mythologie, la Son c'est génial et tout, mais si j'en parlais, ça ferait comme si je parlais de trucs trop bien. Je sais pas, c'est pas comique. Voilà, je peux pas dire j'étais un ringard et j'écoutais Daft Punk. D'un coup, c'est pas possible parce que normalement, voilà. Mais c'est vrai que la dimension graphique semble très importante dans l'imaginaire des Daft Punk, dans l'identité des Daft Punk. Oui, je pense avec Guy Manuel, quand on s'est rencontrés à 12 ans ou 13 ans, on adorait le cinéma, la pop culture. Albator, du coup. Albator, Andy Warhol, le Velvet Underground, les pochettes de Led Zeppelin. On écoutait les albums de Led Zeppelin à l'envers pour les messages cachés. Et il y a cette idée d'énigme. Hein, et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'impression que la musique
c'était un peu comme un vecteur pour exprimer un univers ou comme ça un monde un peu personnel. On adorait aussi le glam rock et finalement cette idée de créer des personnages aussi. Donc c'est peut-être ce qui se rapproche avec la bande dessinée et justement, en lisant l'Arabe du futur, je me suis un peu, dans certaines circonstances ou situations, en tout cas à l'école, j'ai pu me reconnaître un peu. J'étais un peu timide. Il était de la loose, en fait. Un peu de la loose, un peu de la loose. Et l'idée ensuite de créer comme ça des personnages qui sont presque un peu comme des super-héros qui n'auraient pas de super-pouvoirs, mais un peu comme, je sais pas, dans Watchmen ou Batman, où il n'y a pas de fantastique, mais c'était aussi pour prendre sa revanche sur toutes les situations ridicules dans lesquelles j'avais pu me retrouver ou vaincre un peu sa timidité. Pour le coup, il y a ça dans toutes vos BD, dans toutes tes BD. Cette idée de revanche, quand même, cette idée de... Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que, par exemple, je comprends tout à fait quand Thomas, c'est vrai, quand on revoit Daft Punk, il y a un côté un peu parfois totalitaire dans le sens. Je me rappelle d'une image qui m'avait marqué quand j'étais ado, justement en haut de la pyramide où ils sont tous les deux. Il y a un côté. Tu peux lui dire, il est à côté de toi là. Non, c'est ce que j'adore aussi. C'est ce que j'ai toujours adoré aussi dans le métal. Il y a un côté. Une emphase, un truc extrêmement... comment on peut... wagnérien, je sais pas, j'ai pas les bons mots. Totalitaire, tu l'as dit, t'as dit. Oui, enfin, je sais pas, on est emporté, en fait, on est une communion, voilà. Il y a un truc... en BD, moi, je sais que j'avais envie d'être aimé pour le loser que j'étais. C'est vrai que j'aurais pu faire... C'est ce que j'avais essayé de faire avec un personnage qui s'appelait Pascal Brutal quand j'ai commencé à faire mes premiers albums. J'en avais marre de raconter des histoires de ringard loser. J'ai créé un surwinner qui a une sexualité freinée, etc. et se projeter comme ça... mais je crois que l'anonymat que vous aviez était extrêmement... fécond, enfin, il y avait quelque chose de très... C'était vraiment fascinant, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, on a le même âge, je pense, à peu près, mais j'étais quand même ado quand... il y a un côté, c'est onirique, c'est hyper puissant, quoi, comme univers graphique, comme univers... visuel, je sais pas, vous changiez de casque tout le temps. Je me disais, mais attends, est-ce qu'ils ont des usines à casques ? Est-ce que c'est eux qui dessinent leurs casques tout le temps ? Chaque fois qu'il y a une photo, c'est un autre casque. Combien de mecs vont faire des casques ? Puis alors après, je sais que moi, qui adorais le métal, je voyais, je me disais, après, il y a eu un groupe qui s'appelait Slipknot, je me disais, ils ont pompé sur Daft Punk, ils se cachent aussi comme eux et tout, machin. Enfin, c'était super puissant, leur... D'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est imposé petit à petit, ou alors ça a été une volonté dès le départ, cet anonymat ? En fait, il y a eu plusieurs étapes, j'ai l'impression. Au départ, on venait d'une mouvance de musique électronique où il y a des white labels, où il y avait des groupes de Détroit comme Underground Resistance qui se cachaient et où il n'y avait pas vraiment on n'insistait pas comme ça sur les visages, mais c'est finalement au moment où on a signé pour notre premier album chez Virgin à l'époque, où c'était finalement une multinationale et où là il y avait un peu le côté punk et un peu radical et un peu politique de vouloir se cacher vraiment. Et ensuite il y a eu plusieurs étapes en fait. Donc il y a eu cette idée là. Et ensuite, finalement, quand on a créé vraiment ces personnages de robots, j'ai l'impression que ça a commencé à faire partie comme du performance art un peu, où là, à ce moment-là, on crée on s'amuse entre la fiction et la réalité, et l'anonymat, il peut se rapprocher d'un anonymat à la fois avec beaucoup d'humilité et à la fois un peu comme
héros de comics, de super-héros, avec cette idée un peu de schizophrénie entre l'alter ego et le côté humain. Et puis c'est un énorme coup de génie, de communication aussi, petit à petit. Ça, c'est un accident. Ça, ce sont des accidents, finalement. Oui, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a beaucoup de hasard et c'est aussi une rencontre effectivement avec le public et avec même si finalement il y avait beaucoup de distance parce qu'il y a l'idée des robots qui était un peu une métaphore sur la place de la technologie entre une utopie et une dystopie un peu c'était un peu un aller-retour permanent qui permettait de s'amuser et d'exprimer des choses à la fois. Parce qu'en l'occurrence, les Daft Punk ont quelque chose à voir de fait avec la French Touch, avec une incarnation et une résonance de la France dans le monde entier. Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu comment ? Que tu as vécu comment ? De manière finalement assez détachée, assez distante et assez abstraite. Hein. Parce que finalement, cet anonymat et et la création de ces personnages et la capacité de rester un peu... protégé et reclus, c'était pratique parce que ça protège, mais ça crée finalement une certaine distance. Et moi, il y a des situations un peu amusantes où même il y a longtemps, au début à Londres, où on avait fait on était en concert et puis je marchais dans la rue, j'étais allé prendre un sandwich dehors. Et j'arrive et il y a quelqu'un qui essaie de me vendre une place pour mon propre spectacle en fait. Tu l'as acheté, j'espère. En fait, à un moment, je me suis dit, ce serait marrant. Pourquoi ? Ok, je prends la place, je l'achète, je vais dans la salle et j'attends. T'imagines, Riyad, aller à la boulangerie le matin et pas de remarques sur l'arabe du futur, pas de remarques sur Pascal Brutal, anonymat total, tranquille. Non, écoute, non, mais c'est vrai que l'anonymat, c'est intéressant. Comment tu fais alors aujourd'hui que tu composes on te voit maintenant. Relativement. Est-ce que tu t'es posé la question de dire je reste anonyme ? Est-ce que tu... Ouais, en fait, ce qui était amusant, c'est que avant tout, dans l'anonymat, il y a une volonté de discrétion, en fait. Et il y a finalement beaucoup d'humilité, je pense. Et ce qui était compliqué, c'était que à un moment, j'ai eu l'impression que ce serait prétentieux de vouloir continuer à rester anonyme, en fait. Et que finalement, je me retrouvais dans des situations où les gens disaient « Oh là, excusez-moi, bien sûr, il n'y a pas de photo, on a fait en sorte que vous ne serez pas dérangé. » Et je me disais « Mais moi, je cherche pas vraiment d'attention, mais j'ai l'impression à un moment donné que l'anonymat dans ma vie a commencé à créer plus d'attention que à en enlever. Donc à un moment je me suis dit et puis quand on se cache pendant 20 ans, j'ai l'impression que le message est passé en même temps d'une certaine façon sur les intentions et sur la liberté et la liberté de pouvoir faire. C'est juste un geste artistique et aussi c'est vrai que il était important pour moi l'anonymat pendant l'existence de ces personnages, et donc il y avait comme ça une oscillation entre la réalité et la fiction et une volonté de pas spoiler en fait quelque chose, mais ça à la fois ça m'a protégé et puis ça pouvait être ça peut créer une sorte d'isolation qui est pas spécialement agréable, donc voilà, c'est avec
Mais je me suis posé la question, mais à un moment donné, en fait, je me suis surtout dit, c'est plus au centre de mes préoccupations. Est-ce que tu sais que Riyad est un fou furieux de musique, en fait? Il a parlé un petit peu de hard rock, il est guitariste. Non. Bah, un peu. Oui, non, mais j'adore je travaille avec de la musique, mais Je crois que Les Beaux Gosses, tu as participé à la composition de la bande originale également. Ouais. Avec Lionel Flair. C'était une vocation, ça? En fait, j'ai toujours adoré, évidemment, la musique. J'ai fait de la guitare et tout. J'ai joué dans des groupes de métal et tout, mais j'ai toujours été très mauvais musicien. C'est-à-dire, je saurais pas composer ou j'ai fait tout seul. Je m'étais imposé comme challenge le fait de faire tout seul toute la musique de mon deuxième film qui s'appelait Jackie Rome Défi, qui n'a eu aucun succès. Mais j'avais tout fait tout seul. J'avais joué la guitare, la basse, la batterie, machin. Mais je ne suis nul en solfège. J'ai pris des tonnes de cours et tout. Dès que j'ai eu un peu d'argent, je me suis payé des profs de musique. J'ai jamais réussi. Donc je vénère complètement la musique. Il y a quelque chose que je trouve personnellement presque plus puissant, plus surnaturel que le fait de dessiner. Ça, c'est mon. Je suis pas d'accord. Je suis complètement en admiration sur les dessins qui se forment comme ça sous la plume d'un dessinateur comme Riyad. C'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Ouais. C'est le temps à t'entendre qui t'impressionne également, le temps passé. En fait, tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qui faisait un bon dessinateur ou un bon auteur de bande dessinée. J'ai vraiment l'impression que c'est la rencontre pour moi entre le fond et la forme, en fait. Vraiment, quand il y a à la fois un point de vue personnel donc, et unique. Et cette rencontre-là, mais après, ce qui est génial dans la bande dessinée, c'est que tu peux avoir un génie comme Druillet d'un côté, où chaque page ou chaque case là c'est un monde dans la case. Et moi, il y a un auteur que j'adore américain qui s'appelle Jeffrey Brown, qui a fait un album qui s'appelle Clumsy, où c'est hyper minimaliste et il y a autant d'émotions, c'est des émotions différentes, ce sont des émotions différentes, mais autant d'émotions qui peuvent passer avec ou de l'ultra-minimalisme ou quelque chose de maximaliste et de psychédélique et extrêmement travaillé. Et ça, c'est un mystère aussi pour moi qui me touche de me demander pourquoi aussi dans des formes d'expression aussi minimalistes on peut être aussi touché et tant mieux. Et en travaillant sur des vidéos, en travaillant sur des films justement, parce que c'est un autre de vos grands points communs, le cinéma, le film, est-ce que tu as pu t'approcher de ça justement, de cet art-là, toi, Thomas? Moi je suis aussi directeur de la photo des images qu'on a pu réaliser ou des fois co-réaliser. Et c'est vrai que j'adore le travail sur l'image et je dois remarquer finalement, tu me demandais qu'est-ce qui me plaisait dans mes lectures en ce moment, je trouve que la richesse visuelle et la richesse de la variété de propositions visuelles, on la retrouve pas forcément autant dans le cinéma aujourd'hui en tout cas. Visuellement, hein. Il y a des super films, mais c'est comme si finalement on avait l'impression que le fond était vraiment beaucoup plus important que la forme et moi j'ai toujours apprécié essayer d'explorer et de créer des images fortes. Ouais. Et des images un peu nouvelles aussi à t'entendre. Qu'est-ce que tu vas chercher toi dans le cinéma, Riyad? Ouais, je fais un petit peu la même chose qu'avec la BD. J'ai tendance à retourner en arrière, moi, sur dans le cinéma. Et alors le cinéma, c'est vrai que je vénère ça. J'ai fait des études de cinéma d'animation. Bon, c'est un petit peu, c'est pas. J'ai fait des films avec des acteurs, mais c'est la collaboration. Quand on fait un film, il faut quand même collaborer avec d'autres gens, il faut leur expliquer les trucs, qu'est-ce qu'on veut, que ce soit les acteurs ou les techniciens.
quand on était auteur de bande dessinée, vraiment, je suis tout seul, je pose des questions à personne, j'ai rien à expliquer à qui que ce soit, si ce n'est. Donc c'est quelque chose de très différent. Très différent à faire et je suis très impressionné par mais j'aurais tendance je suis d'accord avec Thomas sur la liberté formelle dans les je pense que ça vient peut-être de Netflix ou de tous ces trucs-là qui ont tendance à faire des choses qui doivent être regardées par le plus de monde possible, peut-être. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure, mais quelqu'un comme Gaspard Noé, par exemple, qui fait des images qui n'ont jamais été faites avant. Ça, c'est un truc qui est un vrai mystère. C'est-à-dire comment filmer quelque chose qui n'a pas été filmé 1000 fois par d'autres personnes avant. C'est très compliqué. Il y en a très peu qui sont capables. David Lynch a été capable de faire ça aussi, mais il n'y en a pas. C'est vrai que c'est rare. Moi, j'ai l'impression que c'est principalement parce que le cinéma, c'est un processus industriel. Donc, on est dans une industrie avec des coûts de production et une organisation qui se rapproche beaucoup plus, finalement, même en France, d'une entreprise artistique, mais quand même avec un découpage un peu industriel du processus et des coûts. Et en même temps, de l'autre côté, pour la bande dessinée, c'est tellement intime et c'est tellement un processus personnel qu'il y a sans doute une facilité ou une liberté en fait qui peut être saisie plus souvent et plus facilement. Tu parlais de Gaspard Noé, je crois que c'était entre Irréversible et Enter the Void. Il a mis 7 ans ou 6 ans à finalement faire Enter the Void, principalement parce qu'il cherchait le contrôle artistique total sur un film où il voulait avoir le final cut et la capacité pour pouvoir à la fois avoir le final cut et faire le film qu'il voulait faire dans la manière dont les modes de production du cinéma en France étaient compliqués pour que toutes les circonstances soient réunies. Tandis que toi, en musique, tu as eu l'impression parfois que tu n'avais pas la liberté que tu souhaitais, ou au contraire, tu as toujours trouvé cette... Alors, en musique, j'ai toujours eu la possibilité d'être autoproduit. Donc finalement, à part une expérience avec les studios Disney, qui s'est très bien passée, où on avait un cahier des charges pour faire la musique de Tron, de la suite de Tron l'héritage, mais à par cet exemple unique, sinon, effectivement, j'ai l'impression que on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir toujours être libre de m'exprimer de manière la plus personnelle, même si en même temps, ce qui est amusant, c'est que nos 3 premiers albums ont été faits de manière extrêmement intime et un petit peu comme on écrit un album de bande dessinée, et le 4e album, Random Access Memories, pour la peine, lui, était vraiment fait comme un film. Il y avait 150 personnes qui ont travaillé sur le disque, et où au final, moi j'avais l'impression d'être co-réalisateur d'un film sans image, en fait. Et on a fait un morceau en interviewant Giorgio Moroder, où le début, ça se passe dans un restaurant, et en fait, le restaurant, c'était les bruiteurs des studios Warner, où tout est faux. Moi, j'avais envie pour ce disque de ne prendre aucun son préexistant. Donc on a travaillé avec des bruiteurs, il y avait les bruits de fourchette, et c'est la vraie voix de Giorgio, quand même. C'est la vraie voix de Giorgio. Mais c'est vrai que cette liberté, elle est formidable, en tout cas, dans la bande dessinée, parce que toi, Riyad, dans le cinéma, tu as pu être empêché, justement. Est-ce que... forcément, parce que empêché dans le sens où il faut... Personne m'a jamais dit coupe ci ou coupe ça, mais on sent bien que c'est pas la même
c'est pas la même liberté. Oui, c'est marrant, juste pour rebondir, c'est vrai qu'il y a un truc dont j'ai oublié de parler par rapport au travail de Thomas, et quand il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était leur indépendance et le fait qu'ils faisaient tout. C'est-à-dire à la fois le truc visuel, la musique, le machin. On a l'impression personne, c'était vraiment le cas d'ailleurs, ils demandaient leur avis à personne pour faire ce qu'ils voulaient faire. Et quand on est auteur de BD, on peut penser, par exemple, souvent qu'on est libre, mais en fait on est moyennement libre souvent, parce que par exemple n'importe quel auteur il est déjà chez un éditeur. C'est l'éditeur, il va dire ah mais tu peux pas faire tant de pages, tu vas faire un signe, gna gna. Et toi tu as choisi de te libérer de ça justement. Ouais, et j'avoue en fait en y repensant, c'est vrai que moi de manière très prétentieuse, j'ai monté ma propre maison d'édition pour éditer mes propres albums, moi-même être complètement libre de faire ce que je voulais. Il y a un truc qui est proche de ce que font les musiciens souvent quand ils montent leur label ou qu'ils se produisent eux-mêmes, ou c'est beaucoup plus toléré dans la musique par exemple, je trouve, de faire ça qu'en bande dessinée où on a l'impression soudain qu'on aurait pris le melon parce qu'on veut plus être chez un éditeur et tout, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion d'indépendance, c'est un truc central quand même quand on crée. Voilà, on a envie de se prouver à soi-même qu'on n'est pas fou et qu'on peut tout faire de A à Z. Comme j'ai la chance d'avoir eu du succès avec l'Arabe du Futur, j'ai plus de liberté. C'est ça, c'est que ça se gagne aussi. Mais je pense aussi que la liberté que vous aviez eue quelque part aussi était un peu due au succès. Moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que la liberté est plus facile à garder dès le départ, finalement, que à avoir à un moment donné. Donc après la fin des Daft Punk, il y a tout un monde qui s'ouvre à toi quand même, Thomas. Le cinéma, on a compris que tu étais très cinéphile. Je peux même en témoigner moi, parce que j'ai déjà vu voir des films au cinéma à côté de toi même. Est-ce que tu penses réaliser tout seul en ton nom? Pour l'instant, je continue à faire de la musique. Je viens de faire la musique du prochain film de Quentin Dupieux qui s'appelle Dali, là, qui sort bientôt en février. Mais oui, moi j'adore le cinéma, mais j'ai toujours l'impression que être réalisateur de films, c'est un peu le fantasme des temps modernes comme ça, et je me méfie un peu de mon rapport à cette question. Même si on a réalisé avec Daft Punk en 2005 un long métrage qui s'appelait Electroma, qui suivait comme ça les robots. Là, je suis encore dans un cycle où je me concentre sur la musique et où j'essaye des choses différentes et de continuer à explorer des choses. Merci Riyad Satouf. Merci Augustin. Merci Thomas Bangalter. Merci Augustin.